RFM Midi. RFM Midi. Il est 12h à Dakar, partout ailleurs au Sénégal ainsi qu'en temps universel. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire de cette édition, le décès de Maître Ousmane Seye ce matin à Dakar. Dans ce journal, nous reviendrons sur la vie et le parcours de l'avocat. Vous entendrez également le témoignage du ministre de la Justice. Convocation de l'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré à la sûreté urbaine de Dakar. Nous irons au commissariat central où ses partisans se sont mobilisés pour l'accompagner. Augmentation unilatérale des tarifs de minibus Tata malgré la mise en garde du régulateur des transports urbains. Les transporteurs de l'AFTU ont revu le prix des tickets à la hausse. Ce 9 mars, journée mondiale du rein. À cette occasion, la région de Kédougou étrenne son centre de dialyse. Et puis, nous ferons le point sur l'état d'avancement du processus qui doit mener à la première greffe de rein au Sénégal. Nous irons à Thiès également, où le cancer du col de l'utérus fait des ravages. Dans notre rubrique Point de vue, nous interrogerons nos deux intervenants du jour sur la judiciarisation des affaires politiques. À la mise en onde, Alioune Ba. Souleymane Niang. C'était l'un des ténors du barreau sénégalais, un avocat éloquent et très engagé, tant dans les nombreux procès auxquels il a pris part durant près d'une quarantaine d'années de carrière que dans les causes qu'il a défendues, notamment dans les médias. Maître Ousmane Seye est décédé ce matin des suites d'un malaise. Avant de revenir sur la vie et l'œuvre de cet avocat décédé ce matin. Donc, voici le témoignage du garde des Sceaux, ministre de la Justice, suite au rappel à Dieu de Maître Ousmane Seye. Le Sénégal, dit Ismaël Madior Fall, a perdu un brillant avocat et un fervent militant des droits humains. Propos tenus ce matin à Mbour en marge d'une rencontre organisée par le Comité sénégalais des droits de l'homme. Écoutons Ismaël Madior Fall au micro de Ndeye Matidien. Grand homme, évidemment, grand juriste, grand militant des droits humains, parce que là, on parle des droits humains, membre éminent de la communauté des défenseurs des droits humains, grand avocat, mais aussi homme politique, qui avait un parti politique, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a donc fait briller le barreau sénégalais, les droits de l'homme au Sénégal, mais aussi les institutions de la République. Il était membre et vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le Sénégal fait un grand homme. Je vous le disais, en 38 ans de carrière, Maître Ousmane Seye a plaidé dans les plus grands dossiers du Sénégal, le procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, l'affaire Béthio Thioune ou encore Thione Seck. Retour sur un parcours où le droit et la politique se côtoient au quotidien. Anna Rocha. C'était l'une des robes noires les plus célèbres du pays. Il était au cœur du système de l'État, très médiatisé d'ailleurs. Depuis son inscription au barreau du Sénégal en 1985, Maître Ousmane Seye a géré d'importants dossiers, certains plus sensibles que d'autres. Il faisait partie du pool d'avocats de l'État dans le procès relatif à la caisse d'avance de la mairie de Dakar, impliquant l'ancien maire Khalifa Sall. Un procès gagné en 2018 puisque l'édile sera condamné à 5 ans de prison ferme, déclaré coupable notamment du délit d'escroquerie aux deniers publics. Des journalistes qui avaient couvert le procès à l'époque se rappellent qu'il avait été dur avec ses confrères de la défense. 12 ans plus tôt, Maître Ousmane Seye jouait le rôle d'émissaire du président Abdoulaye Wade dans les fameuses négociations entre Wade et Idrissa Seck, appelées protocole de Rebeuss. Lui, qui était très proche du pape du Sopi, a fini par rejoindre le camp marron-beige de Macky Sall, 4 mois seulement après son élection à la présidence de la République. Beaucoup de Sénégalais n'ont pas compris ce ralliement, mais lui disait vouloir continuer à défendre et servir la nation. En 2019, Ousmane Seye défendait le guide des Tiantakoun, Cheikh Béthio Thioune à l'époque, suite au meurtre de 2 talibés à Médinatoul Salam dans son domicile. L'avocat contestait vigoureusement la culpabilité de Cheikh Béthio Thioune dans cette affaire, mais son client sera tout de même condamné pour complicité de meurtre. Un autre procès où Maître Seye a fait sensation, celui du célèbre artiste Thione Seck. Condamné en première instance en janvier 2020, le recours déposé à la Cour suprême va finalement donner raison aux avocats de l'artiste. Thione Seck sera blanchi quelques mois seulement après son décès.
L'inhumation de Maître Ousmane Seye est prévue demain à Dakar, après la levée du corps qui aura lieu à Mermoz. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Allons maintenant au commissariat central de Dakar où l'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré est convoqué ce matin à la sûreté urbaine pour affaire le concernant. Il s'agit donc d'une convocation certainement relative à une interpellation adressée par Cheikh Hadjibou Soumaré au président de la République et évoquant un éventuel financement accordé à Marine Le Pen lors de son audience avec le chef de l'État il y a quelques jours. En direct avec nous, notre reporter sur place, Boubacar Dian. Bonjour. Bonjour Souleymane. Les partisans de Cheikh Hadjibou Soumaré avaient promis une mobilisation pour accompagner leur leader à cette convocation. Qu'en est-il et est-ce que Cheikh Hadjibou Soumaré est arrivé sur place? Oui, Souleymane, Cheikh Hadjibou Soumaré est arrivé au commissariat central de Dakar vers les coups de 10h00. Il est accompagné de son avocat, maître Mam Adam Gueye. Et donc, quand ils sont arrivés ici au commissariat central de Dakar, les agents de police qui étaient à l'entrée ont procédé aux vérifications des identités avant de lui permettre de rentrer donc, dans le commissariat. Et concernant ces partisans dont vous parlez tout à l'heure, nous ne les voyons pas pour le moment donc, aux abords du commissariat central de Dakar. Il n'y avait que 4 personnes qui étaient venues pour le soutenir et ces gens-là, les agents de police leur ont demandé de se déplacer, d'aller d'aller s'asseoir ailleurs en attendant que Cheikh Hadjibou Soumaré puisse sortir donc du commissariat central de Dakar. Et comme vous l'avez rappelé tantôt, cette affaire le concernant, donc c'est une affaire relative à une lettre ouverte que Cheikh Hadjibou Soumaré, l'ancien Premier ministre, avait adressée au président de la République et faisant allusion ou bien mentionnant donc, avec des questions, l'une relative à un don financier que le président de la République aurait accordé à la politique française qui s'appelle Marine Le Pen, donc qui est dans l'opposition politique française. Et face à cela, le gouvernement avait répliqué avec un communiqué en qualifiant cela d'insinuation, donc qui est dénué de fondement. Et si vous lisez bien, dans le communiqué, le dernier paragraphe, il était bien sûr mentionné que le gouvernement se réserve le droit d'accorder tout de suite qu'il jugera approprié à cette affaire. Et ce n'est donc pas exclu que cette affaire-là puisse atterrir en justice. Et c'est ce qui s'est fait actuellement avec cette convocation à la sûreté urbaine où l'ancien Premier ministre est actuellement depuis 10 heures. Et nous attendons qu'il puisse sortir, espérant qu'il va faire une déclaration pour donner les détails de cette convocation-là. Merci Boubacar Dian. Bien sûr, nous vous retrouverons dans nos toutes prochaines éditions. Les alliés d'Hadjibou Soumaré dénoncent sa convocation, une convocation qui le juge arbitraire. Ces membres de la coalition Hadjibou 2019, quand l'ex-premier ministre voulait se présenter à la présidentielle, comptent se mobiliser pour que le leader de Démocratie et République soit libre de ses mouvements. Écoutons Abdoulaye Maofal, le président du parti APDR, Djambar, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Un homme comme Hadjibou Soumaré, un homme crédible, un fonctionnaire, un commis de l'État, personne n'a jamais eu Hadjibou Soumaré dans un problème. C'est un homme sérieux, il fait bien son travail, c'est un intellectuel hors pair, il est calme, il est doué par sa pertinence et sa misérabilité. Aujourd'hui, on comprend pas l'État du Sénégal. On n'a pas le droit de demander, si vous demandez comment vous appelez, on met en prison. On ne comprend plus pas plus rien, mais on comprend plus rien, on n'a pas le droit de demander. Le président Hadjibou a le droit de demander, c'est un Sénégal, c'est un intellectuel, c'est un grand fonctionnaire. Il fut le premier ministre, le président de la commission MOA. Ça, c'est extrêmement grave. On n'acceptera jamais ces choses-là. Il faut qu'il arrête. Le président là, ce qu'il fait, c'est extrêmement grave. Mais on ne comprend plus rien à Macky Sall. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a posé des questions par le sens de l'honneur à la patrie. On doit le répondre par le sens de l'honneur à la patrie. Est-ce que le président, ce qu'il a dit est extrêmement bien? Posons-nous les questions. La réponse donnée à une question posée quand même. Le président a posé des questions. Nous, les Thiessois d'abord. Nous, les responsables des partis politiques. Nous, les alliés de Hadjibou Soumaré. On n'acceptera pas jamais qu'il fasse des saucisses par rapport à Hadjibou Soumaré. Ça ne passera pas. À 12h10, évoquons ce drame survenu à Khossanto, une commune située dans le département de Saraya. Une bagarre entre deux jeunes de nationalités différentes a viré au drame. L'un a poignardé l'autre, lui donnant la mort. Avant de prendre la fuite, le présumé meurtrier est activement recherché.
La commune de Khossanto abrite plusieurs sites d'orpaillage. Depuis quelques jours, vous l'avez certainement constaté, les bus Tata ont augmenté leurs tarifs depuis les disputes et querelles ne manquent pas entre passagers et receveurs. Une situation que dénoncent les usagers. Ils interpellent les autorités. Reportage Salamata Ousmane Diallo à bord d'un bus Tata. Chacun explique la situation qu'il est en train de vivre depuis hier. Souleymane Ndiaye emprunte tous les jours la ligne 2 du bus Tata. Il dit ne pas être informé de cette augmentation. J'ai été déçu parce que je n'avais que 150. Je suis rentré dans le car. On m'a dit que le ticket c'est 200. Donc, comme j'avais que 150, j'étais obligé d'aller récupérer Orange Money pour compléter. Ibrahima Gaye, un jeune garçon trouvé dans ce même bus, n'est pas également au courant. Il explique un cas pareil auquel il a assisté hier. Je viens de l'apprendre. D'habitude, je payais 200 francs et aujourd'hui, le receveur m'a demandé de payer 250 francs. Je lui ai donné un billet de 1000 francs CFA et il m'a rendu 750. Hier aussi, c'était pareil avec un vieux qui avait donné 100 francs CFA et le receveur n'a pas voulu prendre cette pièce. Une situation que ces passagers trouvent anormale. Pour moi, ce n'est pas grave. En tout cas, prions que chaque jour, le Seigneur nous donne de quoi payer nos tickets. Quand on fait une augmentation au niveau des tickets, on doit vraiment faire une communication. On ne doit pas le faire comme ça, ni brusquement. C'est pas normal. Le receveur du bus interpellé sur la question n'a pas souhaité répondre à notre micro, mais nous fait savoir qu'ils en sont pour rien, mais ce sont les propriétaires qui ont fixé ces nouveaux tarifs. Justement, les responsables des transporteurs de l'AFTU, l'Association pour le financement des transports urbains, s'expliquent sur cette hausse des tarifs. Ils parlent de hausse justifiée concernant les menaces de l'autorité de régulation des transports, le CETUD. Ces transporteurs font fi et comptent assumer toutes les conséquences. Écoutons El Haj Mohamedou Ndoye, trésorier de l'AFTU, joint par El Haj Ndiokoudjen. Lorsque l'AFTU voulait augmenter sa tarification, c'était bien avant la hausse du prix du gasoil. Nous achetions les minibus en 2005 à 21 millions et maintenant nous les achetons à 24 500 000. Vous voyez la différence. Le litre du gasoil est aussi passé de 500 à plus de 800 francs CFA. Cela se répercute forcément sur nos recettes. En outre, depuis le mois de janvier, on a 183 impayés. Alors, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous discutons avec l'État sur la tarification par le biais du CETUD, mais il n'y a aucune avancée depuis lors. C'est ainsi que nous avons pris nos responsabilités et avons décidé d'augmenter les tarifs. Concernant les menaces de sanctions du CETUD, cela nous laisse de marbre. Nous sanctionner, c'est sanctionner les 1400 employés de l'AFTU. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous n'allons pas reculer, quelles qu'en soient les conséquences. Non. Le CETUD qui condamne cette hausse des tarifs unilatérale. Dans un communiqué, le Conseil exécutif des transports urbains durables met en garde les transporteurs de l'AFTU. Leur demande de prendre immédiatement les mesures idoines pour le respect des tarifs en vigueur sous peine de sanctions. Le CETUD qui n'exclut pas le retrait des autorisations de transport des GIE réfractaires et même leur retrait du réseau conventionné de l'AFTU. Et plus précisément, le directeur du CETUD, Centre exécutif des transports durables, dénonce cette hausse qui, selon lui, est une violation des termes de la convention d'exploitation. Sous ce rapport, Tierno Birahim Aou, DG du CETUD, décide de mettre en demeure AFTU et demande aux responsables de cette société de transport privé de prendre des mesures immédiates pour une application stricte des tarifs en vigueur. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. La journée mondiale du rein est célébrée ce 9 mars au Sénégal. Le Conseil national du don et de la transplantation a donné un avis favorable à une structure
hospitalière pour les activités de transplantation. Pour le moment, c'est le ministère de la Santé qui doit prendre l'arrêté. La date de la première greffe n'est pas encore connue. C'est l'hôpital qui doit fixer cette date selon le professeur El Haj Farika, président du CNDT, joint par Awambaye. La situation à ce jour est que depuis que le CNDT a été mis en place, les textes législatifs réglementaires encadrant la transplantation rénale sont faits depuis avril 2020. Et depuis, nous travaillons avec les structures sanitaires qui ont manifesté leur intérêt pour cette activité. Et à ce jour, nous avons travaillé exactement avec 3 structures sanitaires. Il y a une structure sanitaire qui a été évaluée, vraiment l'évaluation est arrivée à terme. Et un avis favorable a été émis, un projet d'arrêté pour l'octroi d'agrément de la transplantation rénale rédigé et transmis à l'autorité pour signature. Et cet agrément dure 2 ans. Maintenant, il appartiendra à cette structure de décliner son chronogramme pour réaliser cette activité. Donc nous n'avons pas fixé de délai, contrairement à ce qui s'est dit dans la presse, ce sera à la structure qu'elle transplante dans un délai de X mois. Le coût de l'évaluation du donneur a été estimé à 2 millions. C'est-à-dire que avant de donner, on nous évalue. Est-ce que vous êtes capable de donner? Est-ce que ça ne fait pas courir un risque médical? Et c'est cette évaluation du coût du donneur qui est estimée aux environs de 2 millions. Ce n'est pas le coût du tout de la transplantation réelle. Dans le cadre de cette journée mondiale du rein, la région de Kédougou inaugure son centre de dialyse. C'est le 14e centre. Désormais, toutes les régions ont au moins un centre de dialyse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place, Ibrahima Djebakhate. Autres maladies qui font des ravages, les cancers du col de l'utérus et du sein, qui prennent des proportions inquiétantes dans la population féminine. Plusieurs femmes et des jeunes filles sont atteintes. Un diagnostic des sages-femmes du district sanitaire de Thiès. Elles ont sillonné les lycées et collèges ainsi que les rues de la ville pour sensibiliser. Cheikh Anta Diop a suivi la caravane. Le cancer du col de l'utérus et du sein, cette maladie gagne du terrain dans la capitale du rail. Ainsi, conscientes du fléau, les sages-femmes du district sanitaire de Thiès ont décidé de prendre les devants, ce afin de mener une guerre contre cette maladie qui fait des ravages. Ami Diallo Djoum, sage-femme d'État, présidente de l'association des sages-femmes du district sanitaire de Thiès. Oui, vraiment, le taux est croissant, mais avec cette sensibilisation, si ça continue, je crois qu'on peut aller jusqu'à l'éradication du cancer. Si elles ne se dépistent pas, ça leur gagne vraiment, ça devient malheureux et c'est une maladie très coûteuse. La maladie est très coûteuse et dangereuse. Ces sages-femmes ont insisté sur la sensibilisation, qui est l'une des préoccupations majeures du ministère de la Santé. Le cancer du col, vraiment, ça se traite et à moindre coût. Au niveau des postes de santé, le dépistage fait partie de nos consultations. Donc, c'est un service intégrant. Chaque femme qui vient pour une prestation, elle a droit à se faire dépister et c'est gratuit. Il y a aussi la vaccination HPV qui concerne les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans et c'est pour les protéger contre le cancer du col de l'utérus. Les sages-femmes du district sanitaire de Thiès exhortent les femmes et jeunes filles à fréquenter les structures sanitaires pour se faire dépister et se protéger contre le cancer du col de l'utérus et du sein. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Un mot sur l'atelier d'évaluation du plan Orsec 2022 ce matin, donc à Dakar. Au 31 décembre 2022, 443 sites ont été libérés des eaux, de même que 2564 habitations. C'est avec les efforts de la direction de la gestion et de la prévention des inondations et de l'ONAS, entre autres. Un important dispositif de pompage a été mis sur pied avec 29 postes et 4 stations, sans compter les systèmes de curage. Un bilan jugé satisfaisant par le ministre de l'Intérieur qui a présidé la rencontre ce matin, Antoine Félix Diom, que nous écoutons au micro de Nafissatou Silla. Les résultats encourageants qui ont été obtenus se présentent comme suit. 443 sites au 31 décembre 2022 ont été libérés des eaux par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, correspondant à l'évacuation de 18 510 102 m3 d'eau. 2564 habitations sorties des eaux,
951 axes routiers rendus praticables, 440 établissements recevant du public, ainsi que divers lieux de culte et 4 cimetières totalement exondés. Pour la prise en charge de l'ensemble de ces sites, 445 moyens de pompage ont été engagés et un linéaire de 47 665 mètres de tuyaux souples et 20 295 mètres de tuyaux Anaconda déployés sur le terrain. À ces efforts s'ajoutent ceux des autres acteurs. Ainsi, le dispositif de pompage constitué de 29 postes et 4 stations, les infrastructures réalisées, le curage de canaux, l'entretien d'exutoires en mer et le focardage de bassins ont permis d'évacuer efficacement les eaux de pluie dans la plupart des quartiers du département de Keur Massar vers leur exutoire naturel, à savoir le marigot de Mbao et le lac de Rebeuss. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Déthié Diop, bonjour. Bonjour Souleymane Niane. République démocratique du Congo, un nouveau massacre dans le Nord Kivu. Au moins 40 personnes tuées cette nuit dans une attaque à l'arme blanche. L'attaque qui a fait également 6 blessés dont les recherches sont encore en cours s'est produite dans le village de Mukondi, à une trentaine de kilomètres au sud de la ville de Beni. Des autorités locales qui se sont confiées à RFI attribuent le massacre aux forces démocratiques alliées ADF, un groupe armé ougandais qui a prêté allégeance à l'organisation État islamique en 2019. Au Gabon, le naufrage d'un mini-ferry a fait au moins 2 morts. 28 personnes sont portées disparues. Le mini-ferry avait quitté Libreville pour rejoindre Port-Gentil. La compagnie Royal Coast Marine a indiqué ce matin que l'équipage, après appareillage du navire passager, a signalé une voie entre 3h et 4h du matin. Une intrusion qui a entraîné une perte de contrôle du bateau qui avait à son bord 151 passagers. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont actuellement sur place. Au Nigeria, l'élection des gouverneurs reportée. Élection repoussée d'une semaine au samedi 18 mars. Une décision de la commission électorale en raison d'une décision de justice tardive et après des accusations de fraude massive. Un tribunal a autorisé hier l'INEC à reconfigurer les machines BVAS. Une décision trop tardive selon l'INEC pour qui la reconfiguration puisse être achevée à temps avant le nouveau scrutin de samedi. Les machines utilisées pour la première fois la semaine dernière sont au cœur d'un litige juridique après l'élection présidentielle du 25 février dernier. Scrutin contesté par l'opposition et entaché par de graves défaillances techniques. En Tunisie, dissolution très prochaine des conseils municipaux. Les conseils municipaux formés en 2018 est considéré comme un acquis important de la jeune démocratie tunisienne après la révolution de 2011. Dans une vidéo diffusée en pleine nuit, Kais Saïed a annoncé l'examen à venir d'une loi sur la dissolution de tous les conseils municipaux et leur remplacement par des délégations spéciales. Les mandats des 350 maires et conseillers municipaux actuellement en place doivent expirer fin avril et des élections étaient théoriquement prévues dans la foulée. Le Soudan du Sud, pour terminer, le président Salva Kiir a limogé hier son ministre des Affaires étrangères. Une annonce du porte-parole de la présidence, moins d'une semaine après le limogeage des ministres de la Défense et de l'Intérieur sans fournir d'explications. Georges Déthié Diop, le journal Inter à l'instant. Merci, il est 12h24. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, notre débat du jour portera sur ce qu'il est convenu d'appeler la judiciarisation des affaires politiques. Et pour en discuter, nous serons avec M. Abdou Khadr Sanoko, docteur en sciences politiques, et M. Babacar Dione, analyste politique, directeur de publication de l'I Quotidien. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. On commence avec de la boxe. Les championnats d'Afrique de la zone 2 se poursuivent à Diamniadio. Au menu ce matin, les demi-finales chez les 57 à 67 kg. Nouvelle victoire du Sénégalais Serigne Abdou Mbacké Diop qui a battu cette fois-ci le Malien Abdou Karim Bathily. 2 autres Sénégalais seront opposés à des Cap-Verdiens. Il s'agit de Souleymane Diallo dans la catégorie des 63 kg et
et Chertiyan Job. Chez les 67 kg, les résultats suivent donc dans nos prochaines éditions. Mais notez que la compétition va se poursuivre jusqu'au 12 mars au centre des expositions de Diamniadio. Football CAN des moins de 20 ans, le sélectionneur de l'équipe de la Gambie espère une victoire des Scorpions juniors. Ils vont affronter en finale le Sénégal samedi prochain à 17h. Pour Tom Saint-Fit, les Gambiens ont montré de belles choses individuellement et collectivement. C'est pourquoi donc le sélectionneur quart de finale, qui a joué donc les huitièmes de finale de la dernière CAN senior, estime que les Scorpions juniors peuvent battre les Lionceaux. Voici Tom Saint-Fit au micro de notre confrère du journal Record, Abdoulaye Diagne. Pour moi, c'est un résultat fantastique, mais pas seulement un surpris. L'équipe moins 20 a prouvé qu'ils sont très forts dans ce tournoi. Le moral, le spirit de l'équipe moins 20 gambien est très fort. C'est une équipe qui joue ensemble avec beaucoup de qualités, aussi des qualités individuelles. Pour le final, je n'ai pas vu Sénégal. Je suis sélectionneur du Gambie, l'équipe A. Pour moi, c'est seulement intéressant. L'équipe moins 20 du Gambie. Ça va être un final fantastique pour notre région. Les deux frères jouent contre l'autre dans la finale de Coupe Afrique. C'est unique. C'est quelque chose de très, très, très spécial. Naturellement, la fédération sénégalaise a plus d'expérience. Aussi, les dernières années, avec l'équipe A, de jouer les grands tournois et jouer aussi des finales. Mais notre atmosphère de l'équipe gambienne est fantastique, tactiquement, physiquement. C'est une équipe forte. Je pense que l'équipe du Gambie est très, très, très motivée de gagner contre le Sénégal. Mon pronostic est clair. Gambie va gagner 1-0. Tom Saint-Fit, le sélectionneur de l'équipe A de la Gambie et le Sénégal, qui n'ont jusque-là pas encaissé de but en 5 matchs. Au plan offensif, les Scorpions juniors ont inscrit 10 buts contre 12 pour les Lionceaux, qui vont disputer samedi leur 4e finale dans une CAN U20. Football toujours, Europa League, on joue les 8e de finale aller ce soir. Le Sénégalais Youssouf Sabali avec les Espagnols du Betis Séville se déplace à Old Trafford pour affronter Manchester United. Le match est prévu à 20h, mais avant, à 17h45, Sporting Arsenal, l'AS Roma qui joue contre la Real Sociedad, Leverkusen, Ferencváros ainsi que Union Berlin. Union Saint-Gilloise, des matchs qui vont se jouer à la même heure, à 17h45. Basketball, des responsables de clubs demandent l'arrêt du processus électoral. Ils sont regroupés au sein de la convergence pour le renouveau du basketball sénégalais. Ces responsables de clubs ne veulent pas d'une 3e candidature de l'actuel président, Maître Babacar Ndiaye. Ils demandent également la mise en place d'un comité ad hoc neutre pour organiser les élections prévues au mois de mai prochain. Je propose de suivre Mamadou Keita, par ailleurs président de Guédiawaye Basket Club. Ils étaient ce matin au ministère des Sports. On ne peut pas être juste et parti. Demandons à cette fédération de donner les PV de l'Assemblée générale d'information. Là aussi, ils violent les textes. Parce que 15 jours après l'Assemblée générale d'information, ils devaient donner les PV de l'Assemblée générale. L'organisation a été irrégulière parce qu'ils devaient nous transmettre les rapports des commissaires aux comptes. Ils ne l'ont pas fait. Les commissaires aux comptes aussi n'étaient pas présents. Il dispose du fichier électoral, les votants. Il est le seul à en disposer. Il sait que s'il y a un comité ad hoc neutre, il ne sera pas candidat. C'est pourquoi il est en train de faire du forcing pour prendre ses amis, notamment le secrétaire général adjoint, pour organiser les élections. Ils ont dit que les membres du comité directeur sortant sont votants. Ça n'existe nulle part. Même les textes communautaires l'excluent. Ceux qui votent sont les mandataires des clubs. Ceux qui sont au niveau du comité directeur, beaucoup ne sont plus dans leur club. Tout ce qu'il a fait, c'est essayer d'exclure certains candidats, notamment Baba Tanja, en créant les articles sur les condamnations. Et il a essayé de faire en sorte qu'il soit candidat alors qu'il était exclu par les textes votés en 2015. Nous exigeons même la nomination d'un secrétaire général issu du ministère qui va organiser les élections, à défaut que le ministère prenne en charge ça. Babacar Ndiaye, même s'il force pour être candidat, il sera battu à plate couture. Les gens en ont assez de lui. Les résultats du basket le monde, c'est d'échec en échec. Il ne peut pas organiser un championnat national correct avec un calendrier maîtrisé. Il ne peut pas organiser la petite catégorie. Il n'y a rien dans le basket. C'est d'échec en échec. Le Sénégal n'est présent dans aucune compétition internationale. L'histoire du basket, quand même, ça, c'est une première.
C'était donc les membres de la CRBS. Notez que l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de basketball est prévue pour le 6 mai prochain. Les dépôts de candidatures sont ouverts. Les candidatures peuvent être reçues jusqu'au 20 mars prochain. Solatiam nous donne les détails sur les conditions d'éligibilité à la fédération. Le comité directeur de la Fédération sénégalaise de basketball a fixé la date de l'Assemblée générale élective le 6 mai à l'Arène nationale, conformément à l'article 7 du règlement intérieur. Pour être éligible au poste de président, il faut être de nationalité sénégalaise, avoir 18 ans au moins au 1er janvier de l'année de l'Assemblée générale élective, jouir de ses droits civils et politiques, ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale définitive, être mandaté par une association sportive et son nom figurer sur le formulaire de réaffiliation de la saison en cours ou être un membre élu sortant du comité directeur. S'acquitter d'une caution non remboursable d'un montant de 2 millions de francs CFA, ne pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire définitive de la part de la fédération. A signaler que pour le moment, le président sortant est le seul candidat déclaré à sa propre succession. Maître Babacar Ndiaye va briguer un 3e mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de basketball. Le dépôt des dossiers de candidature a démarré depuis le 7 mars et ce jusqu'au 21 du même mois. La publication des listes provisoires des candidats est prévue pour le 28 mars 2023. Le délai de recours contentieux, ce sera à partir du 29 mars au 15 avril. La publication des listes définitives des candidats est prévue pour le 17 avril. La publication du collège électoral, ce sera pour le 28 avril 2023 et la tenue de l'Assemblée générale élective, encore une fois, le 6 mai 2023. Solatiam, Suleiman, c'est tout pour les sports. Merci, Youssouf Bodian. La presse du jour avec Georges Détié Diop. Cheikh Agibou Soumaré au commissariat central après être passé à table. L'ancien Premier ministre est convoqué ce matin à la sûreté urbaine. Convocation faisant suite à sa lettre ouverte au président de la République lui demandant des explications sur un supposé don de plus de 7 milliards de francs CFA à une personnalité française. Ainsi, enquête affirme que Macky Sall est aux trousses de Agibou. Agibou, face à ces questions, renchérit le journal Le Quotidien. À ce propos, Libération indique que 2 interrogations seront au cœur de l'audition de l'ex-premier ministre. Avez-vous récemment donné de l'argent à une personnalité politique française? Est-ce un montant de 12 millions d'euros, soit environ 7,9 milliards de francs CFA d'argent d'un pays catalogué pays pauvre très endetté, surtout quand on sait que la haine et le rejet de l'autre ont toujours été utilisés par le parti comme véhicule d'une ascension. Libération qui apprend que c'est le procureur de la République qui a saisi les policiers depuis mardi soir pour leur demander d'entendre Agibou Soumaré sous le régime de l'audition libre et de lui rendre compte une fois l'audition terminée. À ce propos, enquête explique qu'à partir du PV qui en découlera, le procureur pourra intenter ou non des poursuites. En tous les cas, pour Tribune, il risque le déferment. Mais l'observateur tempère et fait état de précautions qui pourraient sauver l'ex-premier ministre. Un spécialiste confie au journal qu'un questionnement dans une lettre ouverte ne constitue pas une infraction ni une diffamation. Pendant ce temps, Thierno Alassane Sall met les pieds dans le plat. Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien, le député et président du parti Hervé, sans dédouaner le pouvoir actuel, demande à Agibou Soumaré de rendre compte auparavant de l'affaire Alex Segura, similaire à celle de Le Pen, car pour Thierno Alassane Sall, les mallettes d'argent ont circulé du temps de Agibou Soumaré. Convocation à la police, emprisonnement entre autres. L'observateur parle d'une offensive risquée de l'État. L'Obs souligne que face aux accusations contre l'État portant sur des affaires publiques, le pouvoir opte pour la radicalisation. La justice est toujours mise en branle. Convocation à la police, emprisonnement, tout y passe. Des analystes politiques passent à la loupe cette nouvelle ligne de défense. À lire à la page 3 de l'Observateur. À la une du journal Le Soleil, révision exceptionnelle des listes électorales, prix homologués sur le marché. Le président presse le gouvernement. Le quotidien gouvernemental rapporte qu'en Conseil des ministres hier, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'un bon déroulement des opérations et de l'application rigoureuse des prix homologués. Et dire que la souveraineté alimentaire est hypothéquée. C'est ce qu'affirme Sud Quotidien qui s'arrête sur les problèmes d'accès des femmes au foncier. Cela à la faveur de la célébration hier de la Journée mondiale de la femme. Radioscopie des réalités sur le terrain à Ziguinchor, Sédhiou, Saint-Louis, Matam, Mbour, Kaolack et Diourbel. Et l'expert
foncier, Kader Fantangom, qui relève que l'accès et le contrôle d'un foncier sécurisé par les femmes est de nature à améliorer la résilience de leur famille. Large dossier à lire de la page 2 à la page 7 du journal Sud Quotidien. Un coup d'œil dans Source A. Le journal nous apprend que le directeur du Centre régional des œuvres universitaires, Ibrahim Niass du Sine Saloum, est sur la sellette en cause des licenciements et le charcutage des salaires des travailleurs. Selon le journal, les travailleurs non permanents perçoivent désormais 80 000 francs CFA en lieu et place de 140 000 francs CFA pour les uns et 97 000 francs CFA pour les autres. Les salaires des travailleurs de la catégorie dite commis de chambre passent de 97 000 à 70 000 francs CFA. D'autres agents licenciés. Le singulier moyen de défense du maître des lieux selon Source A. Si dans d'autres centres les salaires sont fixés selon la proximité avec les responsables, au Crous Sine Saloum, j'ai opté pour l'égalité des travailleurs sans favoritisme. Les sports pour terminer à la une du quotidien Stade, déjà 4 finales continentales depuis 2022 quand le Sénégal domine l'Afrique. 3 trophées dans l'armoire de la Fédération sénégalaise de football. En attendant, les U20 pour la passe de 4 samedi, les U17 prêts à rugir en Algérie, les U23 obligés de franchir les barrages en mars. Record s'arrête sur la Champions League européenne. Koulibaly, Balotouré, Bounassar, Sadio Mané, 4 lions dans le Grand 8. Pendant ce temps, Sunoulam s'arrête sur le combat Sathiès-Regreg. Recours, chute de Regreg par 4 appuis. Sathiès obtient gain de cause. Le CNG demande à Regreg de rendre le drapeau dans 24 heures. À vos kiosques et bonne lecture. Merci Georges Détier Diop. Retour sur le décès de Maître Ousmane Seye avec cette précision. La levée du corps est prévue à l'hôpital principal. Ce sont les condoléances qui seront reçues chez le frère du défunt à Mermoz. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h36, bienvenue à Point de Vue. Nous débattons aujourd'hui de ce qu'il est convenu ou de ce que certains appellent la judiciarisation des questions politiques. Et pour en débattre, nous sommes en ligne et en direct avec M. Abdoukhadre Sanoko, docteur en sciences politiques. M. Sanoko, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Babacar Dione, analyste politique, directeur de publication de l'I Quotidien. Bonjour Babacar. Bonjour Soleiman. D'abord Abdoukhadre Sanoko, comment comprendre justement cette tendance à amener des questions qui jadis étaient discutées dans le cadre politique devant la justice en passant par la police ou par le procureur de la République? Mais très simplement parce que aujourd'hui il faudrait comprendre que ceux qui sont dans cette classe politique-là, généralement, ont fini de comprendre que ce n'est pas une affaire de cœur. Aujourd'hui, ce qui importe le plus, c'est pas du tout, c'est loin d'esthétiser la chose politique en question. Mais les gens sont dans une perspective de conservation du pouvoir, de consolidation du pouvoir, et à ce niveau précis, mais loin sera peut-être un peu cette optique de vouloir concéder à l'adversaire de l'avance, et à chaque fois qu'on a un peu cette petite aubaine de pouvoir l'enfoncer, de pouvoir l'étrangler, de pouvoir le serrer à l'étau, mais les gens ne vont pas du tout hésiter, et ça aussi il faudrait le comprendre. Il y a un principe irréfragable qui voudrait que la chose politique soit véritablement un poteau glissant. Donc peut-être ici ce qu'il faudrait comprendre, c'est que dès l'instant où on a ces informations-là à sa disposition, mais il ne faudrait pas du tout prêter le flanc. Déjà que même si on ne prête pas le flanc, on ne tarde pas à saisir une fausse occasion pour enfoncer l'adversaire politique. Les gens se soucient beaucoup plus du but et de la fin plutôt que du moyen ou de l'outil. Peu importe le mécanisme, peu importe le canal, l'essentiel c'est la fin, et c'est Machiavel qui répond, qui dit si on s'écarte de cette perspective-là, on a tendance à beaucoup plus se perdre plutôt qu'à se conserver. Mais on reviendra avec vous tout à l'heure sur les conséquences de cette situation. Mais restons sur les causes avec Babacar Dione. À quoi est dû justement ce raidissement
Est-ce lié au rétrécissement des espaces de débat et de dialogue politique, la concertation nationale qu'il y a eu et l'Assemblée nationale, ou il n'y a plus justement, à part les saillies qu'on a eues au début de la législature, il n'y a plus d'espace de dialogue à l'Assemblée nationale puisque il n'y a plus de session, disons. Apparemment oui, il n'y a plus un espace de dialogue entre en tout cas les partis qui sont sur la scène politique, que ce soit les formations de l'opposition comme celles également qui sont au pouvoir, Benno Bokk Yakaar. Mais je crois qu'également qu'on sent une certaine frilosité de la part de Benno Bokk Yakaar et de tous ceux qui accompagnent le président Macky Sall. Cette frilosité est due quand même à l'état d'âme des responsables de Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, ils ont tellement de contentieux, déjà avec Ousmane Sonko et d'autres leaders également de l'opposition. Et également, il y a la question du troisième mandat qui est agitée. Et on sent donc une certaine frilosité par rapport à cette majorité qui pense aujourd'hui que c'est donc dans découdre avec tous les adversaires qui leur fera peut-être régler tous les problèmes. Et c'est quand même regrettable. Ouais, on a pointé la responsabilité de la majorité, mais est-ce que l'opposition aurait sa part de responsabilité? Est-ce que l'opposition a intérêt justement dans cette judiciarisation au point d'ailleurs de la provoquer d'une certaine manière? Non, je suis d'accord, surtout quand même pour le cas de Hadjibou. Hein. Je crois que Hadjibou Soumaré n'était pas connu dans ces genres d'actes. Hein. Hadjibou a été toujours modéré dans ses positions. Je crois que tout ce qu'il dit a été assez intéressant pour les Sénégalais. On ne l'avait jamais connu dans des discours politiciens. Agressifs ou un peu, voilà. Voilà, donc je crois que le fait de faire ces accusations-là ne le grandissent pas pour moi. D'autant plus qu'on l'a dit, c'est des questions qui s'est posées, mais il pouvait le dire autrement. Donc on ne le connaissait pas de la sorte. C'est peut-être même cette forme de buzz qu'on connaît à tous les leaders de l'opposition et que c'est important pour Hadjibou, par exemple, de prendre ses marques et peut-être d'essayer de s'imposer en tenant ce genre de discours. Mais donc ça, c'est ça qui est regrettable. Mais je crois également, c'est d'autant plus regrettable pour la majorité de devoir quand même aller à la justice à chaque fois qu'on les accuse donc de quelque chose. Ils pouvaient répondre de manière claire et nette par rapport à ces accusations. Ça pouvait se faire. Répondre, si la réponse est claire par rapport à ces accusations, ou en tout cas à ces insinuations d'Hadjibou Soumaré, les Sénégalais auraient pu comprendre qu'aucun franc n'a été donné à Marine Le Pen. Et le problème est réglé. Mais je crois que c'est aujourd'hui jouer à la prolongation, de continuer également à amener cette affaire-là en justice. Déjà qu'il y en a avec un ministre de la République contre Ousmane Sonko, on verra que le 16 jeudi, on ne parlera que de ça. Et après, donc, ce sera également le gouvernement, ou en tout cas un membre du gouvernement, qui fera face donc à Hadjibou Soumaré. Je crois que l'État également n'a pas intérêt, le président Macky Sall n'a pas intérêt à jouer donc sur cette confusion qui existe dans la scène politique. Mais vous avez raison, l'espace de dialogue est rompu et je me demande comment on pourra faire pour faire asseoir autour d'une on y reviendra tout à l'heure avec peut-être vos propositions, mais avant cela, Abdou Khadre Sanokho, quelles conséquences sur la qualité du débat politique, mais surtout sur l'image de la justice? Est-ce que ça ne tend pas à conforter les contempteurs de la justice telle qu'elle fonctionne aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour entamer un peu la réflexion sur les solutions? Mais d'abord sur les conséquences et ensuite, quelles sont vos recommandations pour rectifier le tir un peu? Oui, de toute façon, ce sur quoi aussi je voudrais revenir rapidement, c'est qu'il ne faudrait pas un peu mettre la balle dans le camp aussi du camp exclusif présidentiel. Moi, je suis sur le principe beaucoup plus holistique, d'autant plus que au niveau de la scène politique en question, on a eu à observer ce genre de démarche-là comme posture politique de Senghor, en passant par Diouf, Wade et puis Macky Sall. Donc, de manière générale, à chaque fois que les gens se sentent un peu menacés, ils ont tendance à aussi un peu lever cette épée de Damoclès-là et mettre ça sur la tête des opposants. Maintenant, pour ce qui s'agit un peu d'un peu pacifier l'espace, tout le monde le sait. Par rapport à un projet de consolidation de la paix dans le landerneau politique, il faudrait davantage aussi un peu remettre ce qu'on appelle l'éthique de responsabilité dans la chose. Je crois que M. John, vous-même vous le fassiez remarquer tout à l'heure.
c'est pas une affaire d'opposition, de pouvoir seulement. D'un point de vue global, c'est une affaire de classe politique. Je crois qu'aussi, par rapport à la démarche et par rapport à la posture, aussi bien au niveau de l'opposition qu'au niveau aussi du camp présidentiel, les gens doivent apprendre à être beaucoup plus responsables. Et que quand un certain nombre de situations jaillissent, il faudrait beaucoup plus faire prévaloir la force de l'argument. Et vous savez, dans tous les champs sociaux, quand on est à défaut d'argument, la première chose à laquelle on pense, c'est d'aller convoquer aussi l'argument de la force. Et si ça continue comme ça, on risque de pervertir, même si vous voulez, les ambitions, les envies que les futures générations auront à avoir par rapport à ce champ aussi esthétique qu'on appelle la politique, et que tout le monde a fini aujourd'hui d'un peu de pervertir. Donc pour ce faire, moi j'invite à davantage relancer les programmes au niveau des écoles, des partis, n'est-ce pas, dans les différentes parties, aussi bien au sein de l'opposition qu'au sein du pouvoir, afin de pouvoir former les militants, qu'ils puissent comprendre une bonne fois pour toutes que l'enjeu, c'est pas simplement d'accéder au pouvoir. Partout on dit oui, le projet pour un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir, mais après, on y greffe de conserver le pouvoir. Mais c'est pas que, mais c'est aussi d'étudier à une conscience citoyenne par rapport à des démarches un peu qui appelleraient à se tourner vers des vertus cardinales qui feront du Sénégalais un citoyen universel, moderne. Et en ce sens précis, pourquoi véritablement à chaque fois qu'on parle de démarches issu du Gentleman Agreement, on fait référence aux États-Unis, on fait référence à l'Europe, et qu'on oublie souvent aussi les démocraties africaines qu'on considère comme des démocraties banales. J'ajoute que ce changement de paradigme a été pris en compte dans la réforme constitutionnelle, si je ne m'abuse, de 2016, où le rôle des partis politiques a été enrichi, disons, avec ces nouvelles responsabilités en termes d'encadrement des militants et des citoyens. Voilà, maintenant c'est par rapport au texte. Maintenant, dans la réalité effective, il faudrait qu'on puisse sentir ça. Et j'invite aussi, en ce sens, et je termine par ça, les médias, visiblement, à beaucoup plus poser le débat politique dans le sens d'une contribution effective sur les questions auxquelles les Sénégalais sont confrontés, et ne pas être simplement dans les hard news et la pipolisation de l'information. Comme ça, on aura à avoir des propositions pertinentes. Peut-être que certainement, il y a de très grands responsables politiques que l'on ne connaît pas et qui peuvent briller dans le sens de faire d'excellentes propositions. Mais aujourd'hui, ce dont nous retenons les noms, c'est visiblement ceux qui sont un peu très musculés et très percutants dans des sorties souvent regrettables. Et c'est en ce sens précis que j'en appelle à la responsabilité de la classe politique pour pouvoir dépasser ce cap. Merci. Abdelkhadre Sanoko, docteur en sciences politiques. Dernière question pour vous, Babacar Dione. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions immédiatement qu'on peut mettre immédiatement en œuvre justement pour sortir de cette ornière et relancer le débat politique, le dialogue politique afin d'éviter justement que ces affaires se règlent devant la justice qui, au demeurant, peut être engorgée. Les cabinets et le bureau du procureur peuvent être engorgés avec des affaires politiques alors qu'il y a tant à faire dans d'autres domaines. Bien sûr, non, je crois que le rôle de l'État est important à ce niveau. Le rôle de l'État, ou en tout cas de Benno Bokk Yakaar, je ne veux pas amener une certaine confusion. Mais pour ce qui concerne cette affaire Hadjibou Soumaré, parce que c'est pour cela que c'est intéressant, Hadjibou quand même a été ancien Premier ministre du Sénégal. C'est ce qui attire donc les commentaires. Mais je crois que donc c'est la première fois qu'on entend Hadjibou donc tenir ce genre de langage. Alors je crois que donc il y a un peu des circonstances atténuantes. Et là, je crois que c'est à l'État, aux responsables de l'État, d'aller donc vers le dialogue, au moins pour ce cas d'Hadjibou. Alors, si par exemple un ministre du gouvernement, que ce soit le porte-parole ou le Premier ministre, avait fait quelques démarches pour peut-être même rencontrer Hadjibou Soumaré, et dans une séance tenante, avoir des séances d'explication, lui expliquer, lui préciser clairement que l'État n'a donné un centime à Marine Le Pen, ça aurait eu un peu plus d'impact, je crois, que dans les cas en justice. Maintenant, pour l'autre chose, par rapport même aux partisans du Garça et autres, je crois que là, on est arrivé à un point de non-retour. Parce que l'autre classe de l'opposition qui a été extrémiste depuis le début jusqu'à maintenant, qui avait voulu en découdre avec l'État en pensant que c'est avec la force
qu'ils pourraient donc régler le problème avec le président Macky Sall, ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, ils sont allés un peu trop loin. Et dans ce cas-là, c'est très difficile d'appeler l'État à dialoguer avec eux. Parce que dès lors qu'ils ont été donc très extrémistes dans leur manière de prendre la parole, dans des discours et même dans leur manière de faire, aujourd'hui on est arrivé à un moment où, à la veille d'élections présidentielles, à 1 an d'élections présidentielles, il est quasiment impossible de tenir donc en tout cas un dialogue. Ça a été toujours le cas, même avant Macky Sall. Hein. À chaque veille d'élection, il y avait des tensions politiques à n'en pas finir. Et aujourd'hui, c'est donc le cas aujourd'hui et il est presque difficile de tenir un dialogue à 1 an d'une élection présidentielle, à part parler donc de la manière d'organiser l'élection présidentielle. Merci. Mais c'est à l'État vraiment de tenir des discours, en tout cas pour ce cas d'Adjibou qui nous intéresse aujourd'hui, ce serait bien que l'État fasse des efforts pour pouvoir expliquer ce qui s'est réellement passé, au lieu donc de connaître à jouer les prolongations. Merci Boubacar Dione, analyste politique et directeur de publication de l'I Quotidien. On vous retrouvera tous les deux dans la version Wolof de ce débat. À 12h50, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a préparé et réalisé ce rendez-vous d'information. Et là, Ndiogou Diène à la rédaction en chef, chef d'édition Awambaï et Barthélémy Ngom, à la mise en onde de Alioune